Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente, Nicolas Bazinet, je suis le directeur du développement du service épargne. Nous accompagnons les clients sur les stratégies de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui la gestion pilotée de DNCA dans le cadre des contrats d'assurance vie généralique dédiés à Bourse Directe, BD Horizon. Pour cela, nous sommes ravis de recevoir Benjamin Leneutre qui est de chez DNCA. Bonjour Benjamin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes. J'aime donc j'aime bien vous présenter des sociétés de gestion de portefeuille qui ont une présentation très professionnelle, comme elles le feraient auprès des conseillers en gestion de patrimoine auxquels ils participent régulièrement, de vous mettre au même niveau qu'eux, mais on va vulgariser un petit peu plus et aussi répondre à vos questions. Donc, vous n'hésitez pas tout au long du webinaire de poser des questions ou si vous avez des incompréhensions, de, de, de nous poser les questions dans la boîte à questions. Et moi, j'interromprai Benjamin à des moments pour lui poser des questions complémentaires. Premièrement, je devais vous faire un petit rappel sur qui est Bourse Direct. Bourse Direct est agréé par la CPR et supervisé par la l'AMF. Bourse Direct est prestataire en service d'investissement. On fait la RTO, la réception d'ordre pour nos clients et l'exécution pour compte des tiers. Nous sommes aussi conservateurs, tenants de compte dépositaires pour nos comptes titres pour nos clients. Bourse Direct est aussi courtier en opérations d'assurance, immatriculé à l'ORIAS, ce qui nous permet de proposer les contrats d'assurance vie, mais aussi des plans d'épargne retraite. Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits et de vous accompagner dans le conseil. Deuxièmement, nous aborder des points généraux et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et de ne pas avoir la performance passée comme unique motivation de souscription ou d'arbitrage dans le cas de l'assurance vie. Il faut toujours bien comprendre le produit et les attentes, les avantages, les inconvénients. Troisièmement, bien entendu, au-delà des définitions, avantages et risques que nous allons présenter ici, il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel. C'est la gestion pilotée de DNCA dans nos contrats d'assurance vie. Et il faut bien voir alors c'est pas ici les statuts, les prospectus, mais de bien comprendre ce que c'est que la gestion pilotée et les perspectives à en attendre. Tenir compte que les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir. Et pour finir, de vous faire une présentation d'un contenu clair, exact et non trompeur. On fait notre maximum, mais on se fait de temps en temps un peu reprendre par notre conformité. Mais on s'améliore avec le temps. Donc, ce webinaire, essayons de le faire vivant avec des questions, donc n'hésitez pas. Et donc voilà. Donc, Benjamin, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de qui est DNCA, la gestion pilotée et on avance. Parfait. Eh bien, écoutez, donc rebonjour à toutes et à tous. Donc, DNCA, on est une maison de gestion qui a été créée en 2000. Alors, pour certains, peut-être que vous m'avez déjà entendu au premier semestre, on a fait plusieurs webinaires du coup avec Nicolas. Donc, DNCA, on est une maison donc créée, comme je vous l'ai expliqué, en 2000. Aujourd'hui, on a 29,5 milliards d'encours sous gestion. On fait partie des maisons assez réputées de la place parisienne. Alors, notre force à nous, pourquoi les clients nous font confiance, c'est surtout notre capacité à avoir cette gestion bon père de famille. C'est-à-dire que, bien entendu, le but, quand vous nous confiez de l'argent, c'est d'aller chercher de la performance sur le long terme. Maintenant, nous, ce qu'on veut surtout, c'est réussir quand même pour réussir à aller générer de la performance et de se dire d'amener une notion de risque assez importante. Je m'explique. Dans des phases de soubresaut de marché, nous, ce qu'on essaye, là, on est assez réputé, c'est d'essayer de réduire la voilure pour retrouver votre capital le plus rapidement possible. Je donne un exemple. En 2008, quand les marchés actions font moins 40, moins 50, même pendant le post-Covid, c'était un peu la même chose. Si vous réduisez la baisse que de 30 ou de 25%, il ne faudra pas faire 50% pour retrouver 100% pour retrouver votre capital, mais plutôt 35-40% de perte. Donc, c'est là-dessus où on est assez réputé. Donc, chez DNCA, aujourd'hui, on est à peu près 169 personnes. Donc, on est
une société qui est complètement à taille humaine. Moi, j'ai connu la société, on était 35. On a gardé quand même ce côté artisan en fait de la gestion. C'est une chose importante pour nous. Et aujourd'hui, là où à l'époque DNCA était une maison reconnue sur une expertise simplement européenne, on internationalise de plus en plus nos fonds, notre gestion. Vous le verrez aussi dans la gestion pilotée. C'est important, quand les gens, on avait été précurseurs sur la gestion pilotée à l'époque. À l'époque, c'était des gestions pilotées qui étaient uniquement sur des fonds en multigestion européenne, entre guillemets. Aujourd'hui, on ne se bloque pas simplement à l'Europe. On a la capacité de pouvoir investir sur toutes les zones géographiques. Ça, c'est une chose qui est importante. Et aussi, vous le voyez, DNCA, en 2018, on a pris aussi un gros virage sur l'ISR, l'investissement socialement responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est assez engagé quand même et plutôt bien diversifié. Alors, l'engagement socialement responsable, il y a des gens qui ont un aspect vraiment fort là-dessus, d'autres qui peuvent le remettre en question. Moi, je mets toujours une petite parenthèse, c'est que, alors bien entendu, nous, on veut garder une gamme qui soit ouverte à tout le monde. Ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. Il y aura des fonds article 9, donc les fonds les plus purs, entre guillemets, des fonds moins purs aussi, mais qui peuvent investir dans des secteurs comme le pétrole ou la cybersécurité ou autre. Donc voilà, alors bien entendu, on exclut certains secteurs trop controversés. Mais en tout cas, ce qui est important quand même à noter dans l'ISR, c'est que aujourd'hui, de regarder les sociétés sous deux angles, qui est bien sûr l'angle financier, qui est le but premier des gérants, mais aussi sous l'angle un peu social, sociétal de gouvernance, c'est très important. Et pour nous, de voir si la société a des bonnes pratiques, c'est ce qui permettra quand même d'éviter les futures patates chaudes, c'est comme ça qu'on les appelle chez DNCA, sur les marchés. On en a vu ces derniers mois, ces dernières années, des sociétés comme Solution 30, Orpea, Wirecard, SVB il n'y a pas longtemps aux États-Unis, vraiment faire attention aujourd'hui d'éviter d'avoir ces sociétés dans les fonds qu'on gère, qu'ils soient des fonds purs transition ou même des fonds qui ne sont pas orientés article 9 sur la transition. Donc voilà à peu près pour DNCA. Et donc notre réputation s'est faite aussi à travers des produits diversifiés, flexibles. Et vous voyez, tout à l'heure, on en reparlera parce que le but avec Nicolas pour ce webinaire de rentrée, c'était de reparler un petit peu des fonds dont on avait parlé au premier trimestre, voir comment ils ont évolué et bien entendu faire un point sur la gestion pilotée. Alors, je ne sais pas, Nicolas, si j'enchaîne directement. Alors, juste un petit slide quand même de présentation, et ça, c'est important. Et c'est ce qui montre ce que je vous disais tout à l'heure, où le but, c'est bien sûr d'aller chercher de la performance, mais toujours avec un niveau de risque maîtrisé. Ça veut dire qu'on veut éviter pour nos clients des grosses amplitudes en termes de valorisation de votre patrimoine, en tout cas pour la partie qui est confiée sur nos produits. Et vous le voyez, en fait, sur des stratégies qui sont… en gros, les stratégies les plus représentatives de la maison, la première, c'est Alpha Bond, ce que vous voyez à gauche. Alpha Bond, c'est un fonds qui pèse 8 milliards aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Eurose, qui pèse à peu près 6 milliards d'encours. Donc, vous voyez, déjà, sur deux fonds, on a les 14 milliards sur les 29 milliards et demi. Et vous voyez, ce qui est important toujours chez DNCA, alors, c'est bien entendu d'essayer d'avoir la meilleure performance possible, mais toujours avec une notion de volatilité, donc c'est de risque embarqué, d'amplitude, bien entendu, de la performance, la moindre possible. Et donc, quand vous voyez un petit peu l'échantillon, vous avez sur DNCA Invest Alpha Bond, tous les points que vous voyez, c'est un peu tous les fonds de la même catégorie. Et vous voyez qu'en fait, ils se positionnent très bien en termes de performance 5 ans et avec un niveau de risque qui est plutôt maîtrisé par rapport à la moyenne des produits du même style. Eurose, qui est le fonds flexible patrimonial. Là, en termes de volatilité, on se retrouve à peu près dans le cœur, entre guillemets. On est sur une volatilité moyenne, mais avec une performance qui est parmi les meilleures performances des fonds de sa catégorie. Évolutif, c'est la même chose. Alors, évolutif, dans les fonds de la catégorie, il y a peut-être des fonds qui peuvent, on en reparlera tout à l'heure, c'est un fonds qui peut être investi entre 30 et 100% d'actions. Alors peut-être que dans la moyenne, il y a des fonds qui peuvent être, qui vont pas jusqu'à 100% actions et c'est pour ça qu'il y a des fonds peut-être un peu moins volatiles. Mais on se positionne aussi en bonne performance. Et je vous ai mis un exemple d'un fonds action qu'on pourra peut-être parler un autre jour, un fonds qui s'appelle le DNCA Archer Mid Cap Europe et donc qui est investi sur les petites et moyennes capitalisations. Et vous voyez, pareil, un bon rendement risque. Donc voilà à peu près pour dire un mot de la maison avant de passer au fond. Nicolas, j'enchaîne directement ou tu voulais rebondir sur quelque chose? Oui. Non, je te laisse faire, il n'y a pas de souci. Alors, Alpha Bonds, on en avait parlé en début d'année. Alors, je vous parle de 3 fonds
Alors, au début, c'est deux produits qui vont être plutôt, enfin, un premier produit qui est un fonds SRI2. Donc, c'est un fonds qui peut avoir un budget de volatilité de 5% maximum. Donc, on est là sur un produit qui est vraiment cœur de portefeuille, qui est intéressant que ça soit aussi bien dans l'assurance vie, mais aussi sur la partie compte titre. Hein, c'est un produit qui aujourd'hui a pour objectif de performance d'aller faire les taux courts, donc l'Ester, plus 2%. Donc, il faut se dire qu'en Europe, les taux courts, d'ici la fin de l'année, on sera aux alentours de 4%. Donc, du coup, le but de ce fonds-là, l'année prochaine, ça sera d'aller chercher du 4 plus 2%, donc à peu près 6%. Et après, je vous parlerai de deux produits flexibles, Eurose, qui est un fonds SRI 3, et DNCA Évolutif, qui est sur un produit SRI 4. Donc voilà, on va du fonds le plus prudent au fonds un peu plus, avec un peu plus d'actions à côté. Donc, Alpha Bond, petit rappel pour ceux qui avaient déjà vu la présentation, et sinon, je réexplique un peu les métriques du fonds. Alpha Bond, c'est un produit de performance absolue, donc c'est un produit, on appelle ça multistratégie internationale. Ça veut dire quoi? C'est simplement que c'est un produit, quand on parle de performance absolue, c'est un fonds qui doit être capable d'aller générer une performance positive chaque année, quelle que soit la direction des marchés obligataires. Donc là, on est sur un fonds qui est essentiellement sur de l'obligation, 100% sur des emprunts d'État ou d'entreprise, avec aussi un niveau de risque aux devises qui peut être aux alentours de 30% maximum du portefeuille. C'est un profil qui a un biais défensif, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un profil SRI 2, donc c'est un fonds qui travaille avec une volatilité maximum de 5%. On ne pourra jamais dépasser cette volatilité de 5%. C'est un fonds, pour pouvoir les capter de la performance, qui est capable d'aller sur toutes les zones géographiques. On ne s'interdit rien. La seule chose, c'est que quand on investira dans des pays peut-être un peu plus exotiques, donc des pays, quand j'appelle exotiques, ça peut être de l'Afrique du Sud, du Brésil, donc c'est des pays qui sont moins bien notés. Alors après, si on investit dedans, c'est qu'on pense qu'il y a une certaine résilience, mais quand ils sont moins bien notés, on ne pourra pas allouer la totalité du budget de risque. Je donne un exemple. Quand on dit qu'on travaille avec un budget de 5% de volatilité maximum, ça veut dire que par exemple, quand on prend les pays du G10, donc les États-Unis, la France, l'Allemagne, on pourra allouer la totalité du risque sur ces pays-là. Si on prend le cas d'un pays comme le Brésil, par exemple, on ne pourra qu'allouer que 1,5% du budget de risque. Voilà. C'est juste pour montrer ce côté vraiment très protecteur, entre guillemets, de faire attention vraiment à la volatilité. C'est un produit flexible, donc pour pouvoir les générer de la performance, quelle que soit, de la performance positive chaque année, si on a bien entendu raison dans notre process, c'est qu'on puisse être flexible. Donc, ça veut dire d'avoir une sensibilité au taux comprise entre -3 et +7. Je vous explique juste. L'année dernière, les taux ont augmenté. Et en fait, quand les taux montent, finalement, le cours de votre obligation a tendance à se déprécier. C'est une fonction inverse. Et inversement, quand les taux baissent, le cours des obligations ont tendance à s'apprécier. Donc, c'est ce qu'on a vu quand les taux ont drastiquement baissé suite à la crise de 2008 et 2011 en Europe. On a vu les obligations très, très bien performer parce qu'on est même arrivé sur des taux directeurs négatifs en zone euro. L'année dernière, on a vu une remontée très forte des taux et ce qui a entraîné une performance négative sur l'ensemble des marchés obligataires internationaux de l'ordre à peu près de 13,5%. Et un produit comme Alpha Bonds l'année dernière a affiché une performance sur la part la plus chargée aux alentours de 6%. Pourquoi? Parce qu'on avait la capacité de pouvoir avoir une sensibilité négative. Ça veut dire de pouvoir investir sur le fait que les taux vont monter. Donc, on appelle ça vendre des taux. Et simplement de se dire, voilà, que le marché de taux soit haussier ou baissier, normalement, ce produit-là a la capacité de générer une performance positive. Et l'autre aspect qui est très important, pouvoir être flexible sur les marchés. Nous, ce qu'on aime bien chez DNCA, et je ne l'ai pas dit en préambule, l'autre chose qu'on aime beaucoup, nous, c'est la liquidité. Et la liquidité, pour pouvoir être flexible, c'est le maître mot. Ça veut dire que si on n'est pas liquide, on ne peut pas être flexible. Donc aujourd'hui, vous le voyez, vous avez Bloomberg, c'est le dernier, je ne sais pas si on voit ma petite flèche quand je monte comme ça, mais Bloomberg a mis en place un score de liquidité, notant toutes les obligations internationales de 0 à 100, les obligations les moins liquides étant notées aux alentours de 0, enfin plutôt vers le côté 0, et 100 étant les obligations les plus liquides. Donc 89, ça montre qu'aujourd'hui, on a un produit qui est extrêmement liquide. Donc, en termes de performance, qu'est-ce que ça a donné sur un produit comme Alpha Bonds? Je suis désolé, les slides sont un peu longs à passer. Hop. Ce que ça a donné en termes de performance, donc on avait fait une année, donc c'est un fonds qui a été créé
en 2018, enfin fin 2017, décembre 2017. C'est un fonds qui a affiché une performance, vous voyez, sur les 3 dernières années, on a fait un peu plus de 4% en 21. On a fait du 5,84 l'année dernière. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que le fonds continue à bien performer parce que depuis le début de l'année, on est sur une performance aux alentours de 3,50%. Là, c'était la performance au 31 août. Je crois qu'hier, on était sur une performance à 3,56. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, vous voyez, avec une volatilité qui reste faible, vous regardez la volatilité à un an, on est aux alentours de 3. Donc Alpha Bonds, voilà, c'est vraiment un produit qui fait ses preuves. Il faut quand même se dire que le process est vraiment solide parce que l'année dernière, on fait cette performance en collectant 2,5 milliards. Donc, quand vous absorbez autant d'argent, ce qu'il faut, c'est être très liquide et avoir un process très résilient. Donc, je pense qu'on a prouvé que le process était résilient et c'est un peu la même chose depuis le début de l'année où la collecte continue à être importante. Si on passe au slide suivant. Alors, la chose qui est très importante pour vous, là, c'est de faire un petit point un peu de pédagogie. Quand vous faites une allocation, ce qui est très important, c'est de ne pas aller chercher des produits qui sont corrélés les uns aux autres. Je m'explique, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont tendance à vouloir aller sur les marchés obligataires et c'est normal, à juste titre, parce que les obligations ont tendance à rémunérer plus qu'elles ne rémunéraient il y a encore quelques mois. Maintenant, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, quand vous allez toujours sur les mêmes types de produits, vous avez beau les diversifier en achetant des différents. Le problème, c'est si au final, ils investissent à peu près dans les mêmes obligations ou autres, vous êtes très corrélés. Et ça, il faut faire attention parce que on dit toujours, c'est le vieil adage qui dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, en voyant un peu les tables de corrélation de Alpha Bonds par rapport, vous voyez, aux Global Treasuries. Donc, c'est quoi les Global Treasuries? C'est les emprunts d'État internationaux. Quand vous regardez par rapport aux emprunts d'État américains, aux emprunts d'État européens ou le numéro 5, tout ce qui est Global Aggregate, c'est vous prenez en compte toutes les dettes d'entreprises internationales, vous voyez que la corrélation est toujours négative, enfin flat, voire négative. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire que Alpha Bonds est complètement décorrélé des classes d'actifs obligataires traditionnelles. Donc, dans une allocation, ça fait extrêmement sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ces classes d'actifs traditionnelles ont tendance à sous-performer comme l'année dernière, vous arrivez à aller chercher une performance positive avec Alpha Bonds. Il y aura peut-être des années où les classes d'actifs traditionnelles feront peut-être mieux qu'Alpha Bonds. Ça arrivera à un moment donné. Mais en tout cas, ce qui est important dans votre portefeuille, c'est d'avoir vraiment des produits qui soient diversifiés et de ne pas avoir tous les mêmes produits qui montent ou baissent en même temps. Le but d'un portefeuille, c'est d'aller chercher des expertises un peu différentes, diversifiées, pour équilibrer votre portefeuille. Je ne sais pas si cette notion-là, Nicolas, c'est clair? Oui, là, c'est assez clair. Du coup, le processus, juste pour vous dire, le processus, il est dual. Donc, il y a deux modes. La première, c'est d'avoir une analyse un peu macroéconomique, donc qui est vraiment importante, de regarder un peu les différents piliers, donc où on en est sur la croissance, l'inflation, les politiques monétaires, les politiques budgétaires. On ne va pas se cacher qu'en ce moment, quand même, tout ce qui est inflation et politique monétaire, c'est vraiment des choses aujourd'hui qui guident les marchés de taux. Vous le voyez très bien. Et ensuite, faire cette analyse, c'est possible. Maintenant, de faire une analyse, de savoir le niveau d'inflation au-delà de 2-3 ans, c'est quand même assez compliqué. Il faudrait vraiment avoir une boule de cristal. Pareil pour les politiques monétaires ou autres. Le problème, c'est que nous, des fois, quand vous investissez dans les obligations, on peut très bien investir dans les obligations court terme, mais aussi on peut aller investir sur des obligations de 30 ans, 10 ans, 20 ans. Et donc, le but, c'est que on ne sait pas quel sera le niveau de l'inflation dans 20 ou 30 ans. La seule chose, comment on essaye de quantifier si le risque qu'on prend est bon ou non, on va adapter à ce process macro, on va essayer d'appliquer un process plus quantitatif et on va essayer d'aller regarder si finalement le surplus de rendement qu'on a sur du long terme ou non, est-ce qu'il est attractif. Et donc, on va regarder ça un peu par rapport à la cherté historique du sous-jacent et ça va nous permettre de nous dire, tiens, en investissant aujourd'hui sur du bout allemand, sur des taux 5 ans US, il y a une grosse prime d'assurance ou il n'y en a pas. Et donc, voilà. Donc, quand notre analyse macroéconomique corrobore avec l'analyse un peu quantitative, on prendra une décision d'investissement, que ce soit à l'achat ou à la vente. En revanche, quand les deux ne corroborent pas, on ne va pas prendre de décision d'investissement parce qu'on trouvera qu'il n'y a pas assez de prime d'assurance pour s'exposer. Donc, voilà à peu près sur Alpha Bonds. Donc, ce type de produit, alors, je n'ai pas parlé de macro, mais je peux vous le dire rapidement quand même. Ce qu'il faut avoir en tête, et ça prendra pour tous les fonds, la gestion pilotée et autres, c'est qu'on est quand même, DNCA, on a en tête
à moyen long terme, on va être confronté quand même à 3 défis majeurs. Le premier, c'est le changement climatique, tout ce qui va être transition énergétique, pénurie des ressources. Il faut savoir quand même que la surconsommation internationale, on a tous été comme ça, beaucoup consommé ou autre. À un moment donné, on va payer l'addition par rapport à la planète. Et donc, ça, c'est vraiment facteur d'inflation sur le long terme. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête. Pour nous, la transition énergétique, c'est synonyme d'inflation. Quand les gens parlent d'inflation transitoire, nous, on n'est pas trop d'accord avec ça. Pareil, tout ce qui est démondialisation, quand on parle de risque géopolitique, il y a bien sûr toute la partie populisme qui monte un petit peu partout dans le monde. Les guerres, on a vu ce qui se passe en Ukraine, en Ukraine à cause de la Russie. On voit ce qui peut peut-être se passer en termes de conflit entre la Chine et Taïwan. Ce pas des choses qui vont faire baisser l'inflation, entre guillemets, et puis ce pas des choses qui sont bonnes, tout simplement. Et surtout, il y a cet aspect de démondialisation. On l'a vu depuis la crise du Covid. On voit aujourd'hui que les sociétés ont tendance à vouloir rapatrier l'outil de production. On l'a vu, un des gros facteurs de l'inflation, ça a été ces goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, du coup, qui ont fait monter les coûts extrêmement fortement. Et donc, du coup, les entreprises ont tendance aujourd'hui à vouloir rapatrier l'outil de production. Donc, c'est sûr que si vous rapatriez votre outil de production, j'en sais rien, moi, si demain Sanofi vient reproduire ses médicaments en Europe, la main-d'œuvre sera plus chère qu'en Chine ou autre. Et donc, tout ça, c'est inflationniste. Et le troisième défi majeur, ça va être tout ce qui va être problème démographique. On le voit, on a quand même une population qui a tendance à vieillir. Plus elle vieillit, plus il faut quand même. Il y a des gens qui, à un moment donné, ne peuvent plus travailler, ce qui est normal. Il faudra quand même financer tout ça. Il y a un manque de main-d'œuvre aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Une des raisons aussi qui faisait tenir l'inflation, c'est qu'on a un chômage très bas et on a une demande des entreprises qui est énorme en termes de main-d'œuvre. Et finalement, l'employé se retrouvait à un moment où le salarié se retrouvait plutôt bien parce qu'il avait tendance à pouvoir négocier facilement son salaire en disant écoute, si tu ne veux pas m'augmenter, moi demain, il y a beaucoup d'emplois qui sont non pourvus et je peux aller chez le concurrent d'à côté ou autre. Donc voilà, c'est vraiment des choses et qui nous font dire que l'inflation, quand on regarde un petit peu l'inflation qui est annoncée à horizon 5-6 ans, même plus longtemps, horizon 2030-2032, le marché table sur une inflation qui ne bouge pas, en fait, qui serait revenue aux alentours de 2%. Nous, on n'y croit pas, on ne pense pas, alors attention, on ne pense pas du coup qu'on sera à 5 ou 6, mais on pense qu'on sera une inflation qui sera aux alentours de 2,5, voire 3%. Et donc, si on passe d'une inflation de 2 à 2,5%, c'est quand même 25% d'inflation en plus. Et finalement, quand notre boulot à nous, c'est de préserver le pouvoir d'achat de nos clients, des investisseurs qui nous font confiance, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que si l'inflation, si vous perdez 25% de pouvoir d'achat, il va falloir le retrouver à un moment donné sur votre épargne et c'est à nous de gérer les choses de cette façon-là. Donc après, sur les différents piliers, en termes de croissance, nous, on ne voit plus cette récession aux États-Unis pour l'année prochaine. On pense que, alors là, on a une récession technique en Allemagne. L'Europe va sortir sur une croissance molle, mais on n'est pas en récession. Donc, le risque récessionniste, on ne le voit pas trop. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les politiques monétaires, on ne voit pas aujourd'hui des banquiers centraux qui vont avoir tendance à baisser leurs taux. Non, nous, on pense qu'on va rester sur un régime de taux assez élevé comme on l'a aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont les remonter? Nous ne savons pas. En tout cas, quand votre croissance, certes, si elle est pas si, elle peut être un peu molle en Europe, on est plutôt sur une phase de stagflation, entre guillemets, croissance molle et de l'inflation. Il n'y a pas de raison de baisser les taux aujourd'hui, surtout quand l'inflation a tendance à tenir comme ça. Et la petite chose qu'il faut savoir, c'est que même si l'inflation totale a eu tendance à baisser à un moment donné, donc elle est remontée là avec le prix des matières premières, mais il faut savoir que l'inflation sous-jacente, donc c'est tout ce qui est inflation sans tout ce qui est denrées alimentaires, prix des matières premières, cette inflation-là, elle a du mal à baisser. Donc, les banquiers centraux, aujourd'hui, ne peuvent pas se permettre de baisser les taux parce qu'après, ils n'auront plus de… sinon, cette inflation va perdurer. Et donc, comme l'économie ne part pas en récession, normalement, il n'y a aucune raison aujourd'hui que les banquiers centraux aient tendance à baisser leurs taux rapidement. Là, on parle de potentielle baisse de taux aux États-Unis, pas avant la fin du premier semestre de l'année prochaine. Encore, il faudra voir si ça va être le cas, mais voilà, ça a été vraiment, on parlait quand même après le problème SVB qu'on avait eu sur les bancaires américaines, le marché avait pricé à un moment donné, avait anticipé une baisse des taux en juin de cette année.
Vous voyez que le marché s'est quand même pas mal trompé cette année, mais nous, voilà, on ne voit pas de récession. Et puis les politiques budgétaires, ça va être assez compliqué parce que on a eu des politiques budgétaires extrêmement accommodantes. Il va falloir aussi, tout comme les politiques monétaires, être un petit peu moins accommodants, sinon on va complètement plomber les déficits de tous nos pays. Voilà à peu près pour la vue macro. Donc sur un produit comme Alpha Bond, ce qui est intéressant aujourd'hui, le fonds a très bien performé depuis le début de l'année. C'est un fonds qui va investir à la fois sur les stratégies d'inflation, comme je vous ai expliqué. Donc, on va acheter des taux réels, on va essayer de mettre de l'inflation dans les portefeuilles, de pouvoir profiter de la hausse future de l'inflation. On peut, vous l'avez vu, les courbes aujourd'hui sur les taux sont inversées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup de prêter de l'argent à une entreprise ou à un État sur du long terme. Vous êtes moins rémunéré qu'en lui prêtant sur du court terme. Donc, ce qui paraît un peu contradictoire, parce que normalement, quand vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à un État, il y a deux façons d'avoir plus de rémunération. C'est la durée et la notation. Donc, si la signature est mauvaise, normalement, vous avez plus de rentabilité parce que vous prenez un risque qui est plus important. Et là, ce qui paraît fou, ce qui est fou, c'est que les courbes sont complètement inversées. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous prêtez de l'argent à l'Allemagne à 10 ans, vous avez une rémunération à peu près aux alentours de 2,50. Les taux courts européens vont bientôt être à 4%. Donc, il n'y a aucune légitimité à prêter de l'argent à l'Allemagne à 10 ans, alors que sur les taux courts, vous avez du 4% sur les taux monétaires. Donc aujourd'hui, le discours d'Alpha Bond, c'est de se dire on est très liquide, on ne met pas trop de sensibilité obligataire, on a un rendement, comme vous voyez en haut à gauche, qui nous rapporte du 4,55, ça va très bien. Entre ce qu'on a en termes d'obligations et les devises qu'on met en portefeuille, on a du 4,55 sur un portefeuille qui est très prudent. Vous le voyez, on est 100% emprunt d'État aujourd'hui et il n'y a que 4% de ces emprunts d'État qui sont notés WB, sinon tout est en catégorie investment grade, donc c'est les meilleures signatures possibles, enfin les meilleures notations possibles. Donc voilà, sur un produit comme Alpha Bonds aujourd'hui, on est très liquide et on sera capable, au moment où les opportunités seront à saisir, de les saisir sur le marché. Donc vraiment un produit qui est intéressant sur toute la partie assurantielle et aussi sur l'approche bancaire sur vos comptes titres. Le deuxième fonds dont je vais vous parler, dont on avait parlé, et les deux autres fonds dont je vais vous parler, c'est deux fonds flexibles. Donc c'est des produits où on peut allier actions et obligations, avec une exposition aux actions qui évoluera sur Eurose entre 0 et 35% et sur Évolutif entre 30 et 100%. Pourquoi c'est intéressant ce type de produit-là? Parce que c'est des fonds qui vous permettent de remettre un pied sur le marché actions, un peu comme les gestions pilotées, mais c'est des produits qui vous permettent de remettre un pied sur les marchés actions sans prendre toute la volatilité. Et pourquoi en ce moment c'est intéressant? Parce qu'il y a eu un changement de paradigme sur le marché des obligations et aujourd'hui, vous retrouvez, vous prenez un Eurose il y a quelques mois encore, le coupon que vous aviez, ce que vous donnez, la rémunération que vous donnez vos obligations, a été l'ordre de 0,3% par an. Aujourd'hui, on est revenu sur un niveau aux alentours de 5%. Donc, c'est pour ça que ce type de produit redevient très intéressant. Donc, Eurose, c'est le vaisseau un peu amiral de DNCA. Des fois, on connaît même mieux le nom Eurose que le nom de notre société DNCA. C'est assez drôle. Et donc, vous voyez là, quand vous regardez ce slide, c'est intéressant. Je vous ai mis un petit slide comme ça de marché. Mais quand on dit qu'on a retrouvé en fait du rendement sur le marché du crédit, vous voyez, vous avez sur le high yield, donc le high yield HY. High yield, c'est les moins bonnes notations du marché. D'accord? C'est pour ça que le rendement est plus attractif parce que vous prenez un risque qui est plus élevé, donc vous demandez une prime un peu plus intéressante. Et vous avez en turquoise en bleu-vert, le canard, en bleu-vert, vous avez la moyenne 10 ans de l'IG. Donc l'IG, c'est l'investment grade. Donc ça, ce sont les meilleures notations. C'est pour ça que vous êtes un peu moins bien rémunéré que sur le high yield parce que vous prenez moins de risques. Mais vous voyez, ce qui est intéressant de voir, c'est quand vous regardez sur les 10 dernières années, la moyenne que vous aviez sur du 10 ans investment grade, vous étiez aux alentours de 1,5%. Là, on est revenu à 4%. Sur le high yield, donc les hauts rendements, vous aviez un peu moins de 4% et aujourd'hui, on est revenu à 6,59%. Donc voilà, c'est pour ça que ça redevient attractif parce que le marché obligataire redevient attractif. Alors attention, comme je vous l'ai expliqué, chez DNCA, on trouve que c'est le marché obligataire court terme qui redevient attractif. Et ça va se voir là, aujourd'hui, sur un produit comme Eurose, quand vous regardez, donc quand vous ouvrez le capot d'Eurose, il y a deux moteurs. Il y a un moteur action et un moteur obligataire. Le plus gros des moteurs, vous le voyez, c'est l'histogramme en noir.
avec écrit 59,5%, c'est le moteur obligataire. Donc, ce qui est intéressant de voir, donc vous voyez en bas à droite, c'est un portefeuille avec une maturité moyenne de 2,5 ans. Ça veut dire qu'en moyenne, l'ensemble des obligations qu'on a en portefeuille ont une maturité de 2,5 ans. Donc, vous voyez qu'on est plutôt très court sur la partie courbe des taux, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas de raison aujourd'hui d'aller prêter de l'argent sur du long terme. On n'est pas mieux rémunéré, au contraire. Et vous voyez qu'en prêtant de l'argent sur des maturités très courtes, vous avez du 5% de coupons embarqués. Donc, ce qui est très intéressant. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir sur Eurose, c'est que Eurose, vous avez aujourd'hui 60%, alors 58,5% pour être précis, des obligations que nous avons en portefeuille qui sont de qualité investment grade. Donc, ça veut dire la meilleure qualité, enfin les meilleures notations du marché. Donc, vous voyez, vous êtes sur un portefeuille qui est court, qui est très bien noté, et vous avez quand même du 5%. Donc, c'est ça qui redevient très attractif. Et à côté de ça, comme on l'a expliqué tout à l'heure sur la macro, les marchés actions sont quand même assez chers. On a quand même… alors, on va voir s'il y a un plan de relance en Chine, des choses comme ça. Alors, il y a des catalyseurs qui peuvent arriver sur le marché, mais le marché action peut rester volatile. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour vous d'avoir des véhicules, que ce soit via les fonds flexibles ou la gestion pilotée, pour revenir au fur et à mesure sur les marchés actions. Et donc, Eurose, aujourd'hui, la poche action, vous voyez, en brut, on est à 31,2%, mais on a des couvertures, donc ça vous fait du 22,4% à peu près d'exposition action. Et donc, ce qui est intéressant, quand vous regardez le PER, c'est la cherté en fait de votre portefeuille action. Il est de 9,3 fois. Chez DNC, on disait toujours qu'un portefeuille entre 10 et 13 fois, c'est un portefeuille qui est attractif et où on est pratiquement sûr d'aller chercher de la performance à 5 ans sur ce panier d'actions. Bon, bah là, de 9,3 fois, on se sent à l'aise. Bien sûr, sur un horizon long terme, il peut y avoir des phases un peu moins bonnes. Et surtout, vous avez un rendement du dividende de 4,9%. Donc, ça veut dire quoi sur Eurose? Ça veut dire qu'un client, un investisseur qui rentre aujourd'hui sur ce produit-là, sur un marché dans un an, si le marché obligataire ne fait rien, si le marché action ne fait rien, vous avez à peu près 5% de coupons sur la partie action, sur la partie obligataire, moins les 1,4% de frais de gestion du produit. Vous avez à peu près du 3,6% net embarqué sur un produit comme Eurose. Après, à nous d'aller chercher de la perf en plus sur la partie obligataire et sur la partie action. Alors, attendez. Pourquoi ça ne veut plus? Désolé, je n'arrive plus à bouger. Ah si, ça y est, pardon. DNC évolutif, donc du coup, là où les bornes d'Eurose se terminent, commence celle d'évolutif. Donc, je vous l'ai expliqué, Eurose, c'est un 0,35% action. Évolutif, c'est un 30-100% action. Donc, on retrouve à peu près la même chose sur la partie obligataire. On a aujourd'hui je vais vous montrer tout de suite, sur la partie… en fait, c'est à peu près les mêmes stratégies. La différence entre évolutif et Eurose, Eurose, comme son nom l'indique, c'est un produit qui est plutôt orienté zone euro, là où évolutif aujourd'hui est en train d'internationaliser un peu ses bornes. Je vais vous le montrer. On a aujourd'hui 68% d'actions dans DNC évolutif. Alors, on est équilibré en termes de style. Vous voyez, on a 55% de la poche action qui est sur des valeurs qualité-croissance. On a 45% de la poche qui est sur des actions value. Donc, les actions value, les actions qualité-croissance, c'est des valeurs qui ont des croissances visibles du chiffre d'affaires sur le long terme. Donc, ça va être des sociétés de la tech, par exemple. Ça va être des sociétés dans la santé, toutes ces choses-là. Le luxe, par exemple. Et toute la partie value, ça va être quoi? Ça va être les sociétés pétrolières, ça va être les télécoms, ça peut être un peu les médias, c'est les utilities. Donc, c'est des sociétés, c'est quoi? C'est des sociétés, la value, c'est des sociétés qui sont décotées à un moment donné, mais ça reste des sociétés qui sont décotées, mais qu'on va aimer parce qu'il y a une décote et parce que c'est souvent des sociétés qui sont bien gérées, qui dégagent beaucoup de résultats et du coup, qui rétrocèdent rapidement ce résultat sous forme de dividendes aux actionnaires. Et dans des phases de remontée de taux comme on a connu, c'est vrai que les investisseurs ont tendance à avoir délaissé un petit peu les actifs de croissance au profit des valeurs value. Donc, l'année dernière, il fallait avoir beaucoup de value en portefeuille. Et là, on pense que c'est intéressant d'avoir un portefeuille équilibré et même d'exposer un peu plus le portefeuille à la qualité croissance parce que les valeurs ont été tellement affectées l'année dernière qu'elles ont un potentiel de rebond qui est intéressant. Donc, vous voyez, on a 30% de l'exposition aux USA.
68% en Europe et 2% au Japon, sachant que le Japon, ça sera aux alentours à 10% maximum d'exposition. Alors, je vois que le temps qui file, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il faut quand même savoir que là, ce qu'on fait sur Evolutive dernièrement, c'est qu'on a eu tendance à renforcer un petit peu la partie pharma en achetant. Alors, on a déjà du Novo Nordisk ou autre qui a très bien fonctionné durant l'été parce qu'ils ont trouvé une sorte de remède contre l'obésité, enfin un traitement contre l'obésité. Novo Nordisk, c'est une société qui était très connue pour son traitement contre le diabète. On a on a rentré dans le portefeuille son premier concurrent qui s'appelle Eli Lilly, qui est une boîte américaine et pareil, qui est en plein, qui trouve un traitement contre l'obésité aussi. Et on a commencé à remettre à peu près 10%. Enfin, on voulait porter l'exposition à tout ce qui était intelligence artificielle aux alentours de 10% du portefeuille, parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, tous les aspects d'intelligence artificielle, avec tout ce qui en découle derrière, il y a vraiment une thématique intéressante à jouer, surtout avec des valorisations qui ne sont pas si élevées en ce moment. Quand vous regardez une société comme Meta, on a mis en portefeuille, donc Meta, c'est le nouveau nom de Facebook. Aujourd'hui, une société comme Meta, ça se paye que 17 fois les résultats. Sachant que ces valeurs-là, à l'époque, elles se payaient 40, 50, 60 fois à un moment donné les résultats. Donc, on voit que c'est des sociétés qui, finalement, ont vu leur valorisation drastiquement baisser l'année dernière. Et à 17 fois la valorisation pour une société comme Facebook, avec la visibilité des résultats futurs qu'on a, on trouve que c'est attractif d'en mettre dans le portefeuille. On va avoir des sociétés comme ASML ou autres qui sont, quand on passe d'intelligence artificielle, c'est intéressant. Des sociétés comme Nvidia. Et voilà. Et Nicolas, j'avais une petite chose parce que le gérant d'Evolutive que certains avaient entendu il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois maintenant, a toujours des petites stats qui sont intéressantes. Et ce matin, il me disait qu'en fait, quand vous prenez la performance, vous m'entendez, hein, quand vous prenez Oui, on la t'entend, on t'entend. performance du S&P 500 depuis le début de l'année, on est à peu près à 16,5%. Si vous enlevez, donc le S&P 500, c'est quand même les 500 plus grosses valeurs américaines. Si vous enlevez les GAFAM, donc si vous enlevez Google, Facebook, qui est maintenant Meta, Amazon, attendez, les GAFAM, Microsoft et Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, et j'en oublie une qui est GAFAM, ça va me revenir. C'est l'émotion. Si vous enlevez ces 5 valeurs-là et Nvidia, si on rajoute Nvidia, si on enlève ces 6 valeurs, la performance du S&P 500 passe de 16,5 à 3%. Donc, vous voyez, c'est le problème un petit peu. On a déjà eu des questions ces derniers mois quand on faisait des présentations un peu de la gestion pilotée. Je vais passer à la gestion pilotée après. C'est que souvent, quand on compare à des indices en ce moment, c'est assez compliqué parce qu'en fait, nous, on ne peut pas se permettre dans les portefeuilles d'avoir 6 valeurs qui représentent pratiquement toute l'exposition action. Et le problème, c'est que c'est souvent 6 valeurs qui font la performance des marchés. Quand vous regardez un petit peu, j'avais donné cet exemple aussi l'année dernière, le marché, enfin en début d'année, c'est un peu moins le cas maintenant, mais le marché était complètement en Europe dirigé par le luxe. J'avais regardé les performances 5 ans, je crois que sur 5 ans, LVMH, ça fait à peu près 200%. Hermès, ça faisait 170%, quand le CAC 40 avait fait une trentaine de pourcents. Donc, c'est là où, en fait, où il faut repositionner des fois les indices. Alors, c'est intéressant de se comparer à des indices parce qu'il faut bien se comparer à quelque chose. Mais il y a des moments de marché où des fois les indices sont un peu sont moins pertinents parce qu'en fait, des valeurs ont tellement augmenté qu'elles prennent des proportions énormes. J'ai un autre exemple, je vous ai parlé de Novo Nordisk tout à l'heure. Si vous prenez le marché des valeurs nordiques, et ben aujourd'hui, 40% de la perf du marché des valeurs nordiques depuis le début de l'année est faite par Novo Nordisk. Ce qui paraît dingue, mais c'est le cas. Alors, j'essaie de passer à la gestion pilotée, mais je ne veux plus me faire passer mes slides. Alors, attendez, je suis désolé. Je n'arrive pas à passer les slides. Tu as pris la main ou non, Nicolas? Désolé. T'as la main, normalement, donc… Cette page, non. Alors, attends, il veut plus. Oula, ça me fait quoi là? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend.
Bah, je sais pas, il me dit quitter la page. Je n'ai plus la main. Je n'ai plus la main. Est-ce que je parle de la gestion pilotée sans montrer les slides? Ah. Bah, c'est un peu Alors, dommage. attendez, partagez l'écran. Alors, attendez, je le refais. Excusez-moi, ça a bugué. Je vous le refais tout de suite. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tu veux le temps que je mette juste le... Hop, je vous le mets, copier le lien. Excusez-moi. Donc, je vais essayer de faire deux choses à la fois. Ma femme me dit que je ne sais pas faire deux choses à la fois, mais là, je vais essayer. Donc, la gestion pilotée pendant que je copie le lien. La gestion pilotée, c'est quoi? C'est très intéressant pour nous parce qu'en fait, c'est vous confier les clés de vos investissements. Alors, c'est plus à vous de faire l'allocation, mais vous confiez ces clés-là à une maison de gestion qui est reconnue en multigestion. Donc, la multigestion, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir investir dans différents fonds de différentes sociétés de gestion. Donc, ça veut dire que certes, chez DNCA, on a des très bonnes expertises, mais il y en a aussi chez Fidelity, chez Comgest. Enfin, il y a plein d'acteurs, Franklin Templeton. Enfin, il y a plein d'acteurs dans le monde et en Europe qui sont des très bons acteurs des différents marchés. Et surtout parce que chez DNCA, on ne couvre pas toutes les expertises. Ça veut dire que il y a des expertises sur la dette émergente qui peuvent être très bonnes ailleurs, sur les actions émergentes tout simplement, sur les actions US Value, sur les petites capitalisations américaines, sur les valeurs brésiliennes, enfin j'en passe et des meilleurs. Et donc là, ce qui est intéressant avec la gestion pilotée, c'est bon, ma présentation est revenue, vous pourrez dire à ma femme que je peux faire deux choses en même temps. Ce qui est intéressant avec la gestion pilotée, en fait, c'est vraiment de conseiller aujourd'hui, de laisser en fait le conseil à DNCA de pouvoir arbitrer votre épargne. Alors, selon trois profils de risque, je vais vous le montrer. Donc, selon trois profils de risque, donc on a créé une gestion pilotée qui va être prudente, une gestion pilotée équilibrée et une gestion pilotée plutôt dynamique en fonction finalement du profil du risque de l'investisseur. Donc, vous voyez, le profil prudent va être investi entre 0 et 30% d'actions. Donc, en fait, on va se dire quelle est la différence entre finalement un Eurose qui était entre 0 et 35% d'actions et une gestion pilotée prudente. Je vais vous essayer de vous expliquer un peu. Eurose, c'est un gérant qui va investir directement, vous l'avez vu, dans des entreprises, que ce soit à travers d'actions ou d'obligations. Et on va être sur une zone unique qui va être la zone euro. J'ai envie de dire, Eurose, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que Eurose, c'est un produit qui est intéressant dans une allocation. C'est-à-dire que si vous utilisez Eurose, il va falloir que vous mettiez à côté d'autres fonds qui seront complémentaires d'Eurose, qui seront décorrélés d'Eurose. Et le but, c'est de construire un portefeuille qui va pouvoir aller générer de la performance dans le temps et de faire les arbitrages quand ça sera nécessaire. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que de suivre les marchés, c'est de plus en plus complexe. Les marchés ont tendance à osciller à la baisse ou à la hausse de façon beaucoup plus rapide qu'avant. Et surtout, c'est qu'au sein de ces marchés qui montent et qui baissent, les secteurs aussi peuvent être, ou les styles de gestion peuvent évoluer aussi dans un sens ou dans l'autre très rapidement. Donc, on est vite perdu. Enfin, quand je parle à titre, je ne parle pas en tant que nous, gérants, et encore des fois, ça peut être plus compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui travaille au quotidien, qui a ses activités, qui s'occupe de sa famille, qui fait plein de choses, il ne peut pas suivre les marchés comme ça. Donc, ça peut être très bien d'utiliser Eurose dans une allocation quand vous avez le temps. Maintenant, quand on n'a pas le temps et qu'on ne veut plus s'occuper et qu'on ne veut pas laisser des émotions aussi rentrer en jeu, il y a des gérants qui seront spécialisés là-dessus. Et ces gérants-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher des produits chez nous, chez les petits concurrents, comme vous pourriez le faire, vous, pour votre portefeuille. Mais eux, leur boulot, c'est de suivre ces investissements au jour le jour, sur le long terme, et de pouvoir procéder à des arbitrages quand c'est nécessaire. Donc, sur la partie prudente, l'allocation prudente, ça sera entre 0 et 30% en actions. L'exposition cible, on sera aux alentours de 20-25%. Sur la partie équilibrée, on évoluera l'expo action entre 40 et 60%. Et sur la partie dynamique, entre 70 et 100%. Alors, il y a une chose,
Pour les personnes qui regarderont un petit peu les performances passées, il ne faut pas oublier quand même que sur les performances passées, ce qui change beaucoup sur les gestions pilotées, et c'est pour ça que Nicolas et les équipes de Bourse Direct voulaient qu'on remette en avant les gestions pilotées, c'est que vous retrouvez quand même énormément de moteurs sur les produits obligataires et ça redevient vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, une gestion pilotée prudente, quand les taux étaient à 0%, voire même négatifs, c'était pas extrêmement attractif. Vous dépendiez vraiment de la hausse des marchés actions. Là, aujourd'hui, d'avoir 70% d'obligations en portefeuille, on peut être très à l'aise. Donc, le but de tout ça, c'est d'assurer en fait cette gestion des portefeuilles avec une diversification suivant 3 axes. Donc, une diversification géographique en termes de classe d'actifs, actions, obligations convertibles ou autres, et en termes de style de gestion, je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes de tout ce que ce soit les values, la croissance, en termes de petite, moyenne, grande capitalisation aussi. Et donc là-dessus, c'est une gestion qui est faite par les équipes multigestion de DNCA. Donc chez DNCA, la multigestion sur les 29 milliards et demi, c'est 1,5 milliard. Aujourd'hui, sur le marché français, 1,5 milliard, on fait partie des grosses équipes en termes de multigestion. Donc, ça veut dire que les gens nous ont fait confiance. Bien entendu, on travaille en architecture ouverte. On pourra mettre 40% de fonds max DNCA. L'expo à peu près amiral est aux alentours de 30%. L'expo un peu de croisière, on va dire, sur les gestions pilotées. Et la chose qui était intéressante, c'est que nos gérants, c'était un peu l'alignement des planètes, ont été reconnus ces dernières années là en tant que c'est CityWire qui leur a décerné le prix de meilleur sélectionneur français en 21 et en 23 et en 22, pardon. Ça va être encore nommé pour 23. Donc, vous voyez un petit peu, alors là, j'ai fait un peu le point avec les gérants, on parlera des performances, mais pour faire un petit point, ils vont passer les arbitrages cette semaine. Ils ont fait leur comité tout à l'heure, pas moins que cet après-midi. Je crois qu'ils ont bossé dessus toute l'après-midi. En fait, le but, c'est un peu ce qu'on a vu sur des produits comme Euros ou autres, c'est que le sujet, c'est de se dire, on va réduire le risque action. En fait, vous le voyez aujourd'hui sur un profil prudent, on est à peu près à 28,5. Le but, c'est de retourner sous à peu près aux alentours des 20% d'exposition. Donc, ça se fera au fur et à mesure. Alors, quand on fait cette réduction, on ne vend pas simplement des actions, entre guillemets. On est plus positif aujourd'hui sur les US et moins en Europe. Pourquoi? Parce que la macro est meilleure aux US, parce que l'Europe a bien performé. L'Europe, c'est même assez rare. Les marchés actions européens ont même super-performé là, sur les 18 derniers mois. Les marchés actions US. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à vouloir prendre un peu des profits sur certaines stratégies actions européennes et de renforcer un peu et de garder un peu plus de stratégies US. Donc, sous pondération d'Europe, on va rester orienté quand même croissance qualité. Vous le voyez, hein, quand on regarde là, par exemple, si vous prenez, je vais vous montrer directement le profil équilibré, mais quand vous regardez, je trouve que c'est intéressant. Il y a quand même un petit sujet. Passer les slides, je suis désolé. Hop. Excusez-moi. Voilà. Quand vous regardez le portefeuille du profil équilibré, mince. Vous voyez que, alors, on va faire la performance juste après, mais il faut qu'il revienne. Vous voyez qu'on a à la fois des actions américaines avec Franklin. Vous voyez, on va avoir, c'était sur le dynamique, donc on va avoir du Fidelity Europe, on va retrouver de la Franklin US Opportunities, donc c'est un biais un peu plus qualité croissance. On va avoir du Fidelity Europe pour la gestion européenne, plutôt blend. Donc blend, c'est quoi? C'est d'avoir, en fonction des opportunités de marché, le gérant va s'exposer plus ou moins à la qualité, croissance ou à la value. On va avoir bien entendu les principales pondérations. On va avoir beaucoup d'obligations qui nous permettent de nous rapporter un petit peu plus aujourd'hui. DNCA Invest Europe Growth, qui est un fonds action de la maison DNCA, qui est un très bon fonds, un des meilleurs fonds action Europe croissance. Donc, pourquoi la qualité croissance? Comme je vous l'ai expliqué, beaucoup de fonds ont été extrêmement affectés par la remontée des taux l'année dernière. Et donc, on est sur des niveaux de valorisation qui sont beaucoup plus faibles, entre guillemets, et avec une capacité de rebond qui peut être un peu plus intéressante. Donc, on a tendance à un peu plus s'exposer à la qualité croissance versus la value qui a très bien fonctionné depuis maintenant 12-18 mois.
Sur la partie émergent, on vous avoue qu'on a une approche plutôt pragmatique. Ça peut rebondir avec des annonces qu'on attend un petit peu en Chine. Maintenant, la Chine, si pour faire de la performance sur les marchés, on attend une décision de la Chine qui a un prix assez particulier, on ne va pas tout faire. Donc aujourd'hui, sur les émergents, ça a fortement baissé. Les valorisations ont beaucoup baissé. Vous regardez la Chine, on est sur des niveaux de valo qui sont extrêmement faibles. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on veut allouer énormément de risques là-bas, parce que ça reste des pays quand même beaucoup plus différents politiquement ou autres. Et donc, on a tendance à faire attention. On préfère investir sur des fonds dont les sociétés américaines ou européennes vont avoir une forte exposition aux consommateurs émergents. Ça ne nous dérange pas, mais on préfère investir sur cette thématique de cette façon-là que d'aller investir directement dans les sociétés chinoises ou autres. Alors, on le fait à travers des produits comme GEM Equity ou autres qui savent très bien le faire, mais on ne va pas aller sur des pondérations aussi importantes que vous l'avez sur d'autres fonds. Vous voyez là, sur le profil équilibré, on a aujourd'hui 6,6% d'émergents. Donc voilà, et une autre chose, donc on réduit un peu le risque d'action, mais du coup, on remettra un petit peu plus de risque obligataire high yield court. Donc le high yield, je vous ai dit, c'est des notations les moins bonnes. En fait, ce qui est intéressant, il faut savoir, quand vous construisez un portefeuille, souvent, les obligations high yield sont un peu corrélées, les obligations de rendement sont souvent corrélées au marché des actions, mais avec moins de volatilité. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, comme on réduit la voilure sur les actions, on a tendance à mettre un petit peu plus de high yield en portefeuille. Et surtout, pourquoi? Parce que ça reste corrélé aux actions. Donc, si les actions continuent quand même à bien performer, on en aura. Et surtout, parce que vous avez un niveau de rémunération aujourd'hui qui est intéressant pour attendre. Donc voilà à peu près. Donc, en termes de performance, ça donne quoi? Alors, je vous ai mis les slides de performance sur les différentes gestions. Alors, c'est des performances à fin août. Alors, je suis en train d'essayer de les passer. J'ai eu les performances au 8 septembre. On a fait tourner les portefeuilles là-dessus. Sur le profil prudent, depuis le début de l'année, on est à 3,18% net de tout frais contre un indice qui est aux alentours de 4,03%. Sur le profil équilibré, on est sur une performance depuis le début de l'année qui est de l'ordre de 5,25 contre un indice qui est à 7,89. Alors, vous voyez, hein, là, quand vous voyez le slide, les performances au 31 août, on était à 5,7 contre un indice à 8,9%. Vous voyez qu'on est toujours aux alentours de 5,3, mais avec un indice qui a perdu 1%. Donc, on voit quand même que sur la partie depuis début septembre, on commence à bien rattraper un peu l'indice. Et sur la partie dynamique, on est à peu près à 6,39%. Enfin, pas à peu près, on est à 6,39 net de tout frais contre un indice qui est à 8,5%. Sachant que, comme vous le voyez, l'exposition sur le profil, et je vous le mets là-dessus, sur le profil action, enfin sur le profil dynamique, on était à 76,9%. Donc l'indice aujourd'hui, nous, était aux alentours de est à 76,9 et on devrait arriver aux alentours de 70% d'expo sur l'indice. Donc des performances qui ont… alors il faut quand même savoir que depuis 2-3 mois, enfin même depuis mars, les performances, quand on regarde les différents fonds, les différents mandats, n'évoluent pas énormément. Elles évoluent. En fait, on sent que le marché, vous voyez sur le CAC 40, hein, on est dans un range un peu 7100, 7500. C'est un peu la même chose sur les différents marchés et actions internationaux. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'avoir des portefeuilles, et c'est ce qu'on essaye de faire dans les gestions pilotées, enfin c'est ce qu'on fait, d'avoir des portefeuilles qui sont bien équilibrés entre les styles de gestion, donc qualité, croissance, value. En termes de zone géographique, bien entendu, vous l'avez compris, on a tendance à privilégier aujourd'hui les US, l'Europe, en sous-pondération, un peu les émergents, mais vous l'avez vu qu'on fait très attention quand même sur les émergents, donc on sous-expose quand même les profils aux pays émergents. Et ce qu'on aime bien remettre aujourd'hui en portefeuille, ça ne nous dérange pas de baisser un peu l'expo action dans ces marchés qu'on trouve un petit peu chers et un peu risquons, entre guillemets, pour pouvoir mettre peut-être un peu plus d'obligations en portefeuille, parce que l'obligation, le crédit commence à payer un peu plus. Et on est assez à l'aise. On trouve que le couple rendement-risque sur les obligations court terme est plutôt bien noté, est assez attractif. Donc c'est intéressant. Donc voilà à peu près pour ces différentes thématiques. Donc que ce soit sur les fonds, sur la gestion pilotée.
Je ne sais pas s'il y avait des questions, Nicolas. Je crois que je vois des Non, questions. on a plus beaucoup de questions, tristement, parce que j'aime bien intervenir et te couper pour prendre la parole d'un client, mais on n'a pas eu beaucoup de questions. Euh, je voulais revenir sur une ou deux choses. Sur la gestion pilotée, ce qu'il faut bien voir, c'est effectivement, c'est pas la gestion pilotée, c'est pas du court terme, c'est du moyen et du long terme. C'est investir, et on le voit très bien ici, c'est diversifié, c'est bien construit, c'est bien géré, c'est une belle maison, la maison des NCA. Alors la performance, elle est pas top, effectivement. Je trouve qu'il y a un petit peu un retard de performance, mais si on regarde peut-être comme Benjamin a dit sur les fonds, c'est vrai que l'année 2022 sur les fonds flexibles, où on a du 40-60, ça a été très très difficile en 2022 parce que les obligations et les actions étaient négatifs. Donc il n'y avait pas un marché qui tirait l'autre. Et sur 2023, c'est un peu difficile avec en 2023 sur les marchés financiers, c'est un peu dur et la performance a été faite en début d'année et derrière, c'est un peu plus dur. Et je pourrais Euh, laisser juste à vérifier, mais je crois que ce sont des performances nettes de tout frais, donc ça prend aussi les frais du contrat. Donc c'est-à-dire que normalement, l'indice, si on fait une représentation un peu égale, l'indice, normalement, il faudrait lui aussi lui enlever les frais du contrat. Et donc du coup, oui, ça réduit un peu l'écart par rapport à un indice. Mais je suis d'accord avec toi qu'en absolu, aujourd'hui, le marché devrait quand même, après, on a quand même eu des marchés compliqués, hein, quand on regarde 18, 20, 22, ça a quand même été des marchés très volatiles et assez compliqués. On n'a plus ces phases de grosses baisses et ça remonte, baisse de 2 ans et ça monte pendant 5 ans. On est sur des marchés très volatiles. Voilà, c'est pour ça qu'on est sur des approches plus équilibrées. Là, ce qui est bien, c'est que les taux vont nous rapporter beaucoup plus à moyen long terme. Et sur les actions, comme je l'ai expliqué, il y a quand même des opportunités qui existent. Il faut juste faire attention à ne pas surpayer les actifs. tout à fait. Écoutez, j'avais une question, mais elle est un peu trop longue à expliquer, un peu trop longue à revenir parce que je pense que la personne n'était pas là en début de, que vous voulez dire enfin, sur la performance absolue, mais après on me pose une question sur le que vous voulez dire par moyen terme et long terme. Quelle horizon ça correspond, le moyen terme et le long terme? Alors le long terme, on est plutôt sur supérieur à 8 ans et moyen terme, on est entre Ouais, c'est 3 et 5 ans. 5 C'est ans, ça. voilà. En fait, quand on parle de performance long terme, on prend souvent tout ce qui est contrat d'assurance vie. Enfin, c'est toujours enfin, on sait que le contrat d'assurance vie, pour être pertinent, c'est 8 ans. Donc, on a toujours cette vision. Et encore même, c'est 8 et plus. Et quand on dit performance moyen terme, c'est souvent, on se dit, c'est un peu les horizons d'investissement des produits qu'on a en portefeuille. Donc, nous, chez DNCA, on dit toujours que l'horizon d'investissement, il est de 5 ans. Alors, bien sûr, on aimerait que les clients restent plus longtemps sur nos fonds parce que plus vous laissez du temps au temps, plus vous êtes capable d'aller performer. Mais normalement, oui, voilà, c'est ça à Et peu c'est ce près. qu'on Et est. pour revenir sur la question performance absolue, c'est juste rapidement. Performance absolue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, le fonds doit être capable d'aller chercher une performance positive chaque année, quelle que soit la direction des marchés actions ou obligataires. Et ça, c'était le fonds Alpha Bond dont on a parlé en début de réunion. Euh, voilà. Bah, écoutez, il est 20h01, on a respecté le timing. Je vous remercie à tous. Merci Benjamin pour cette présentation. Euh, les frais annuels, c'est 0,20. Et on peut, sur votre deuxième partie de question, on peut toujours discuter. Euh, N'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a le numéro de téléphone du service épargne qui est sur le site épargne.boursedirect.fr et vous me joignez assez facilement. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dîner et puis merci Benjamin, merci d'être présent tous les mois avec nous pour Et essayer de le mois la prochain, il y gestion aura de le la. gérant de la gestion pilotée qui sera avec moi. Oui, on essaye tous les 3 mois de faire une présentation avec un gérant sur la gestion pilotée, donc c'est très bien. Quoique j'aurais aimé plutôt qu'il soit là, plutôt le début janvier pour nous expliquer le 2022, le 2023 et les perspectives Alors, 2024. après, il peut être là aussi la semaine prochaine et en janvier, hein, si tu le souhaites. Bon, on verra. Super. Bah, écoute, En tout cas, moi, je serai là, merci beaucoup. c'est sûr. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Benjamin. Bonne soirée Merci à à tous vous et à tous. tous. Bonne soirée à tous. Au revoir.